Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir sur ce premier meet-up UX Writers qu'on co-organise avec Le Bon Coin. Du coup, on va tranquillement laisser les gens nous rejoindre. Vous êtes déjà plus de 45. Voilà, c'est la fin de journée. On vous laisse vous installer tranquillement. Et puis, on va se présenter du coup d'ici 1 ou 2 minutes. Est-ce que le son est bon pour vous? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez écrire dans la section comments si vous avez des commentaires. D'ailleurs, ce sera ici aussi que vous pourrez poster vos questions. Ça semble bon. Merci à vous. Eh ben, on peut peut-être se lancer, si ça vous va. Allez, c'est parti. Donc, comme je le disais, bienvenue à tous pour ce premier meet-up en visio avec la communauté UX Writers. Donc, qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Guillaume. Je suis Tech Community Ambassador chez Le Bon Coin depuis 1 an. Mon métier, basiquement, c'est d'organiser des retours d'expérience, des partages d'expertise entre nos communautés chez Le Bon Coin et des communautés externes au Bon Coin. Et quand je dis tech, en fait, par extension, c'est le produit et l'engineering, ce fameux binôme qui doit apprendre à travailler ensemble. Et on sait que le produit, il y a plein de déclinaisons, dont l'UX également. Et donc, ce soir, on a une soirée co-organisée avec UX Writer. On est très content de le faire avec eux. Je remercie Amandine du coup pour l'intro. Et en fait, c'est un métier du coup qu'on a découvert, que j'ai découvert en fait lors de ma précédente expérience, à l'époque chez Deezer. Et c'est par cette collègue qui faisait ce métier-là qu'on a eu un lien avec cette communauté. Et il se trouve en fait que chez Le Bon Coin, et ben du coup, on a une personne qui le fait. Et je vais laisser du coup Morgane se présenter. Merci Guillaume, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je m'appelle Morgane Constant. Je suis UX Writer pour Le Bon Coin. On est super content d'accueillir le meet-up de ce soir sur un sujet qui nous tient à cœur. Je vais vous raconter très rapidement en quelques mots ce pourquoi Le Bon Coin avait très envie d'accueillir ce meet-up ce soir. Et c'est Guillaume qui a la charge de nos slides communes. Donc Guillaume, le nom de code sera dentifrice pour le changement de slide. Je vais juste vous donner quelques chiffres qui parlent du Bon Coin. Alors, ça va faire beaucoup de dentifrice, si je te dis dentifrice à chaque fois, mais le premier chiffre que je voulais vous donner, c'est le chiffre 15, parce que cette année, Le Bon Coin fête ses 15 ans. Donc, bel anniversaire. Et puis, je vais vous donner aussi des chiffres qui sont liés à nos utilisateurs et à notre audience. On est le 6e site le plus visité de France. On a 29 millions d'utilisateurs actifs par mois, 42,5 millions d'annonces en ligne. Pour ce qui concerne les transactions, on est aux alentours de 850 000 transactions tous les mois. Et le dernier chiffre, c'est le nombre de collaborateurs aujourd'hui dans le groupe Le Bon Coin. On est un petit peu plus de 1400. Si je vous donne ces chiffres-là, au-delà du fait que ce soit de beaux chiffres, en fait, ils sont hyper révélateurs pour nous de la responsabilité qu'on a en tant que Le Bon Coin, la responsabilité qu'on a de proposer la meilleure expérience possible à nos utilisateurs, de concevoir le meilleur produit qui réponde aux besoins de nos utilisateurs et la responsabilité qu'on a évidemment en tant que créateur de contenu. Et on a pris conscience de cette responsabilité-là il y a 1 an et demi quand on a créé le poste du X-Writer au Bon Coin et qu'on a complètement du coup intégré à notre approche produit. C'était parfait, Guillaume. On a intégré ce poste-là dans notre approche produit pour que les contenus soient intégrés dans tous nos process et nos méthodos sur lesquels l'équipe de designers, on est aujourd'hui 18 designers au Bon Coin depuis 2017, donc on a eu le temps d'éprouver pas mal de choses.
Donc, cette slide, elle est là pour raconter qu'en fait, nos contenus sont intégrés encore une fois dans notre approche produit. Voilà, on les pense en même temps que le produit, on les intègre à nos hypothèses, on les teste, on essaye de les mesurer le mieux possible et d'avoir des retours en continu. Et ça nous a permis depuis 1 an et demi de construire un peu les fondations de notre stratégie de contenu. Et le sujet qui nous réunit ce soir nous intéresse particulièrement parce qu'effectivement, je crois qu'on le disait dans l'introduction du meet-up, le petit résumé, l'UX Writing, c'est la petite dernière de la famille UX. Donc, on fait face, nous aussi, à des challenges. On a conscience, bien sûr, que l'UX Writing est avant tout un levier de conversion hyper puissant. Donc voilà, on se pose plein de questions sur comment structurer nos contenus, comment évaluer la performance de nos contenus, selon quels critères, avec quels outils. Et donc c'est de ça justement qu'on va parler ce soir avec tous les intervenants, avec Accor. Et voilà, on est ravis. Et je vais te laisser, Amandine, si tu veux prendre la suite. Bien sûr. Hop. Et là, si j'ai bien compris, tout le monde voit mon écran, c'est ça? Absolument. Oui. Super. Donc, première chose, il n'y a pas de bon talk ou de bonne conférence sans un peu de storytelling, donc on va en passer par là. Quand on a commencé à discuter avec Le Bon Coin de la possibilité de faire un événement commun, avait été abordé le sujet de la confiance et de l'écrit. Et c'est vrai que c'est le contenu textuel peut être vecteur de sentiments comme la confiance, la joie ou même la répulsion. Mais nous, ce qu'on a voulu proposer pour un talk chez Le Bon Coin, c'est plutôt de faire un petit pas de côté et essayer de faire du petit dernier de la famille UX, donc UX Writing, un sujet une véritable discipline. Et donc une discipline, ça a ses méthodes et ça a aussi ses modes d'évaluation. Donc ce soir, le collectif UX Writers FR, qui se compose de Cyril Letton et Camille Promera, et de moi, donc par ma voix, va vous présenter le talk Sortir du j'aime, j'aime pas, performance du contenu chez Accor Hall. Donc les intervenants, il y aura moi-même, donc Amandine Melissa Agic, Head of UX Writing chez Accor jusqu'à demain. Ensuite, Colbis Dovi, qui est designer freelance et que j'ai connu quand il était product researcher chez Accor. Viendra ensuite Tristan Breton, qui est Head of Analytics chez Accor. Puis Alexandre Suon-Péririn, qui est consultant en expérimentation, toujours chez Accor. Et Marie Rougeau, qui est Head of Research, toujours chez Accor. Donc, on va faire un petit moment de dézoomage pour essayer de résumer rapidement ce qui s'est passé ces dernières années. Moi, quand j'ai commencé à travailler, pour faire un site internet, on avait un webmestre et une personne qui s'occupait du développement. Ou en tout cas, c'est la compréhension que j'en avais au début de ma carrière. Après ça, on a commencé à diversifier les métiers, à se spécialiser dans différents champs. Et puis, il y a les applications qui sont montées très fort en puissance. Donc aujourd'hui, on a besoin de devs, de designers, d'analytics, de chercheurs, de chercheuses et aussi du UX-writer. Donc l'UX Writing, c'est le dernier arrivé, un peu si on voit une branche à un arbre, ce serait une des dernières branches. Et le contenu s'impose de plus en plus comme sujet. Néanmoins, on a un peu du mal souvent à sortir, et là je pense que tous les collègues, pas forcément chez Accor, mais tous les UX Writers vont être d'accord avec moi, on a du mal à sortir de l'idée que le contenu, c'est un peu quelque chose d'évanescent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour en faire un véritable levier de conversion.
Et parfois, pour expliquer ça, je fais la comparaison avec les designers pour dire que c'est un peu comme si on ne parlait aux designers que d'une teinte de bleu ou d'une teinte de rouge, enfin en tout cas d'une teinte de couleur. On peut l'aimer ou pas, mais la question c'est comment elle s'intègre et à quoi elle sert. Il y a de plus en plus ces dernières années des recherches qui s'intéressent très sérieusement à la question de la formulation dans la prise de décision. Ça vient notamment avec toutes les pratiques du nudge. Et en tout cas, dans le livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, on trouve l'exemple suivant, qui est un peu sinistre mais très parlant. Donc, les personnes à qui on vient de diagnostiquer un cancer, si on leur dit avec l'intervention chirurgicale, le taux de survie à 1 mois est de 90%, on aura 84% des malades qui demandent la chirurgie. Si on leur dit avec l'intervention chirurgicale, le taux de mortalité est de 10% le premier mois, on a 50% des malades qui demandent la chirurgie. Alors on va pas parler de taux de conversion pour un sujet comme ça, mais en tout cas, il est intéressant de voir que strictement la même information, puisque 90 et 10, ça fait 100%. Finalement, la même information éclairée sous 2 angles différents a des conséquences très différentes en termes de compréhension. J'ai aussi remarqué pas mal dans la communication du gouvernement sur les mesures barrières et la crise du Covid, qu'on essaye de parler de 1 personne sur 10 ou 9 personnes sur 10 plutôt que de donner des pourcentages. Alors ce serait intéressant d'affiner ça ici. En tout cas, il y a des chercheuses qui s'intéressent à ce sujet-là. Il y a Camille Rosier, qui est chef de projet simplification au gouvernement, et Coralie Chevalier, qui s'occupe, elle, de sciences cognitives et de l'encombrement cérébral. En tout cas, de plus en plus se posent ces questions-là de comment transmettre des informations, et on voit de manière de plus en plus claire que la façon de formuler influence la compréhension et donc les actions derrière. Maintenant, on peut se pencher de manière un peu plus précise sur ce qui se passe chez l'utilisateur, l'utilisatrice d'un site internet, mais il faut que je vous donne un peu de contexte. Chez Accor, donc au sein de l'équipe dont on fait partie tous les intervenants ce soir, on répondait à des demandes qui venaient évidemment de la clientèle, donc vous et moi quand on réserve un hôtel, mais on avait aussi parfois des demandes qui venaient de l'association de propriétaires d'hôtels. Donc il existe un avantage pour les membres du programme de fidélité qui consiste à garantir une chambre libre en permanence. Donc si vous êtes un client fidèle, vous pouvez réserver jusqu'à 2 jours, il y aura toujours une chambre pour vous. Cet avantage-là, côté hôtelier, il revient un peu cher puisqu'il s'agit soit de garder des chambres libres, soit éventuellement de reloger des personnes pour garantir l'accès donc à ces membres Gold et supérieurs. Et donc l'association des franchisés d'Accor nous a demandé de mettre en avant cet avantage-là lors du processus de réservation, puisque la plupart des membres qui l'utilisaient n'avaient même pas conscience de jouir de cet avantage-là. Je vais laisser la parole à Colbis sur la question du contenu, des sentiments et de leur évaluation. Et donc, c'est la partie ce que notre contenu fait et non pas ce qu'on pense qu'il fait. À toi, Colbis. Merci Amandine pour cette intro et bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Comme Amandine l'a dit plus tôt, je vais vous présenter un sujet de recherche sur Roomava. Donc en premier lieu, quelle procédure on a suivi?
On a utilisé un outil très connu, Lookback, qui permet de faire des tests modérés ou non. On a testé sur 10 personnes, hommes-femmes, et mixte Gold et Platinum. On a organisé les groupes en Within Subjects. Within, c'est pour tous les sujets testent le même prototype. Et Between, c'est quand on sépare, on fait deux groupes et une partie teste un proto et un autre teste un autre prototype. Dans ce cas-ci, tous les participants ont testé le même proto à une variation prête. C'est que une partie a vu le premier message en premier et l'autre a vu le second message en premier, pour s'assurer qu'il n'y ait pas l'influence du message A sur leur perception ou leurs émotions au moment où ils voient le B, et vice-versa. Qu'est-ce qu'on a testé? Dans un premier temps, on a voulu tester la notabilité ou la remarquabilité du message dans le parcours, donc à savoir si les utilisateurs remarquent ou pas le message, s'ils le remarquent sur quelle page, et ensuite, qu'est-ce qu'ils comprennent, est-ce que le message impacte ou non leur choix de réservation dans ce parcours. Pour tester cette partie-là, on a mis les participants dans un tunnel de résa classique sur le site. On leur a donné des instructions très précises en termes d'hôtel et de date à réserver. Et ensuite, on a observé. La partie 2 du test va s'axer plus sur l'estimation de la satisfaction, de la compréhension et de l'impact émotionnel des messages sur nos participants. Donc, il est moins interactif dans le sens prototype, mais il est plus conversationnel. Donc, c'est des questions et de l'observation du participant à travers sa webcam pendant qu'on discute. Donc, les observations. Le message A était il y aura toujours une chambre pour vous. Et en dessous, on a quelques verbatim. Les participants étaient plutôt contents. Ils étaient oui, ça fait plaisir, ok, sans plus, voilà. Et le message B qui était on libérera une chambre pour vous, pour s'assurer que vous en ayez toujours une. Et là, on sent immédiatement dans les verbatim des participants qu'il y a un sentiment de privilège, qui sont flattés. Il est encore plus clair que le précédent, on se sent privilégié. Comme le dit un participant, je suis flatté par le fait qu'on libère une chambre, que le fait qu'il y en ait toujours une. Le fait qu'on la libère pour moi, j'ai limite l'impression qu'on sort un autre client pour moi. Je trouve ça plus fort. Puis ensuite, on rentre dans un truc intéressant où on va observer d'autres émotions, mais beaucoup plus négatives, si on peut les connoter de la sorte. C'est de la culpabilité. Ils sont en train de me dire qu'ils vont libérer une chambre pour moi, qu'ils vont déloger quelqu'un d'un hôtel pour me mettre moi. Du coup, là, très mauvais message. Ça, c'est hors de question. Je comprends la même chose que sur l'autre message, mais j'y vois un côté négatif. Là, tel que je comprends, c'est l'hôtel est déjà complet, mais nous allons reloger quelqu'un. Et cette idée de déloger, reloger quelqu'un qui me déplaît. Là, on ne parle plus d'un avantage, on parle de séparer les gens entre différentes catégories. C'est plutôt un déplaisir de lire ce message. Donc là, on remarque des mots vraiment très forts, contrairement au premier message qui était un tout petit peu plus neutre, si on peut dire. Donc, on a mis à plat toute cette émotion qui est sortie de ce test sur une échelle simplifiée, bien sûr, d'émotions basiques. La joie tout en haut et la culpabilité tout en bas, qui sont toutes les deux des émotions très fortes et qui laissent des résidus. On peut voir que le message A, pour la plupart des participants, ils ressentent des émotions qui sont plutôt proches de la neutralité. C'est-à-dire que c'est apprécié, accueillant, c'est clair, mais on ne va pas aller pour autant dans les extrêmes. Tandis que le message B va faire ressentir des choses beaucoup plus extrêmes, à savoir de la flatterie, du privilège, énervé, de l'inconfort et même de la culpabilité. On peut voir que le message B va séparer nos participants en deux groupes, tandis que le message A va plus les rapprocher d'une émotion neutre. Les conclusions qu'on a tirées de ces observations, dans un premier temps, sont que les avantages de
l'exécution de cet avantage n'est pas très claire pour les membres Gold et Platy. C'est également quelque chose qu'on a testé dans les questions, savoir s'ils savaient ce que c'était, comment ça s'utilisait, à quel moment. On a remarqué qu'il y a un manque vraiment de communication sur cet avantage, en tout cas c'est flou. Que le message A est acceptable, mais plutôt neutre, et que le message B est très très clivant, va causer des émotions extrêmes et va séparer du coup les participants en deux groupes. Niveau affordance et contextualisation, le message Groumava n'a pas été remarqué dans le tunnel, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à faire d'un point de vue UX sur la notabilité du message. Et de l'autre côté, la page sur laquelle les membres attendraient le plus ce message était la liste de résultats ou la page de sélection des options de son séjour. Ensuite, ce qu'on a recommandé, c'est que, compte tenu du fait que le message A sonnait comme quelque chose d'acquis, donc il y aura toujours une chambre pour vous, c'est à la troisième personne, c'est voilà, il pleut, personne n'y fait quelque chose, ça existe tout simplement. Alors que le message B est un peu plus actif, c'est on va libérer pour vous, on fera le nécessaire. Et donc le message A laisse un peu plus indifférent et ça se comprend, tandis que le message B va vraiment, de ce côté actif, va vraiment créer une émotion de « je suis important » aux yeux de l'accord et ils feront le nécessaire pour moi. Ensuite, niveau affordance, dans le prototype qu'on a testé, sous chaque hôtel, il y avait affiché ce message, en tout cas ceux qui étaient éligibles. Et donc, il est possible qu'au final, le message se soit fondu et ait été considéré comme du décor. Et donc, voilà, on avait suggéré d'explorer d'autres voies par rapport à ça. Niveau satisfaction, les recos qu'on a faites du coup à Amandine étaient d'essayer de créer un troisième message, mais cette fois-ci en partant du point A, qui est le point neutre et qui ne va pas créer des émotions trop fortes, mais d'essayer d'y insuffler quand même un tout petit peu de fierté et de bien-être au sein de ce message. Et donc, next step, Amandine a travaillé sur une troisième version de ce contenu qui va donc mélanger ce qu'on a tiré et appris des messages A et B. Et l'analytics va mener des tests et voir le message qui convertit le mieux. Voilà cette étude de cas. Je vais passer la main à Amandine pour la suite. J'avais muté mon micro. Si vous avez des questions, on peut les poser au fur et à mesure à la fin de chaque intervention. Donc vous pouvez les rédiger dans les commentaires et on y aura accès. Sinon, il sera possible également de poser des questions à la toute fin, mais en tout cas, vous pouvez, pendant les interventions, rédiger des questions. Nous, on les voit et on les transmettra. Donc la fin de la présentation de Colbis évoque... Alors, attendez. Évoque la question de l'A/B test. L'A/B test, la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais pour rappeler ça, il s'agit de présenter deux versions concurrentes au public. On peut présenter la version dont on pense qu'elle est un peu plus dangereuse, ou en tout cas on est moins sûr, à une partie minoritaire, et voir comment elle performe afin éventuellement derrière de la faire devenir la seule et unique version sur le site internet ou l'application. Donc je vais maintenant laisser la parole à Alexandre, avec qui j'ai pu travailler sur plusieurs projets qui étaient des vrais projets de stratégie
de contenu ou du X-Writing. Et on a fait ensemble pas mal d'A/B tests que je vais laisser nous présenter. Donc, A/B tester, c'est évalué. Alexandre Huon-Péririn, c'est à toi. Super, merci Amandine. Bonsoir à tous. Super content d'être là. J'aimerais bien commencer par un petit chiffre, pas un chiffre, une petite quote qu'on m'avait dit il y a quelques années, qui s'est avéré vrai. Les A/B tests qui donnent le meilleur retour sur investissement, c'est les A/B tests du X-Content. Pourquoi? Parce que finalement, modifier une phrase avec une ou deux lignes de JS, ça se fait très rapidement, c'est très facile. Et ils ont la capacité de créer le plus d'impact. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué chez Accor. Et pour ça, j'avais envie un peu de vous partager, premièrement, la stratégie qu'on a essayé d'appliquer ces 2 dernières années, et pour comment on allait grandir ce domaine d'expérimentation. Et ensuite, je voulais vous partager quelques exemples, pas forcément que de Accor, j'en ai trouvé d'autres, qui sont assez sympas à présenter, et ça pourra vous donner, vous, des idées de tests. Pour donner un peu de background, il y a quelques années, je dirigeais une boîte de consulting d'A/B test. C'était spécialisé en transformation digitale. Et on essayait d'aider les grands groupes, dans les groupes assez historiques, à faire de plus en plus d'expérimentation. Alors, généralement, on était mandaté. Et vous savez, il y a toujours 2 façons d'essayer de faire progresser les choses. Soit on le force, soit on inspire les gens à créer ce changement. Et on avait vraiment envie, en tout cas chez nous, d'inspirer ce changement. Et pour l'inspirer, on avait décidé d'avoir une approche très pédagogique. Et on s'était amusé à décrire le business comme étant un jeu. Et donc j'adore cet auteur Simon Sinek qui nous parle de, en fait, quand on travaille dans le business de tous les jours, c'est nous sommes dans un jeu infini. Et pour vous prouver que nous sommes dans un jeu, j'aimerais bien vous partager 3 règles qui me semblent assez essentielles et qui prouvent qu'on est dans un jeu. La première, c'est quand chaque société, entreprise a un objectif. Ils ont des objectifs financiers, ils ont peut-être des objectifs de marché. Certains ont des objectifs de produits, peut-être faire une meilleure chaise, une meilleure table, une meilleure application mobile. La deuxième, c'est que les entreprises suivent un nombre de règles qui sont en fait définies, des règles internes et externes. Les règles internes, c'est peut-être vous comporter d'une certaine façon, et des règles externes, ce sera des réglementations peut-être financières, politiques, etc., etc. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est qu'une entreprise peut perdre. Elle peut perdre de plein de façons. Alors, elle peut perdre des parts de marché, mais elle peut aussi tout simplement disparaître, ne plus avoir de clients. Et donc, c'est vraiment ces 3 faits qui me faisaient penser qu'on était dans un jeu. Et donc, on devait approcher chacune de nos expertises, spécialités, comme l'UX Content, UX Produit, etc., de la même façon qu'on approcherait un jeu, et essayer de le gagner. Et je trouvais que l'expérimentation, c'était vraiment le fait de savoir si finalement vous gagnez ou non à ce jeu. Car vous montrez plusieurs variations, vous montrez votre travail, et si vous gagnez, vous le passez en prod. Si vous perdez, vous essayez d'améliorer votre prochain problème. Et donc, la vraie question, c'était de faire comprendre aux gens comment est-ce qu'ils jouent au jeu. Est-ce que c'est des joueurs? Est-ce que c'est des players? Et j'aimais bien utiliser cette analogie. Alors moi, je fais beaucoup de sport, j'ai toujours adoré ça. Et vous savez, je vais prendre un exemple dans un club de tennis. Il y a toujours beaucoup de joueurs. Certains te diront, je suis super fort, je pense que j'ai tel classement, mais j'ai pas le temps de faire des matchs. J'ai pas le temps de faire tournoi, mais je pense que je suis 2-6, 3-6. Là aussi, ceux qui sont les meilleurs mondiaux sur Eurosport. Mais après, dans la vraie vie, ils n'ont jamais fait de match. Et donc, ils auront toujours cette pensée d'eux-mêmes qu'ils ont un certain niveau. Mais en fait, on n'en sera jamais vraiment sûr. Moi, je vous dis, ne soyez pas ce type de joueur. Soyez le joueur qui commence 2, 3, 4 semaines, 3, 4, 6 mois. Commencez à faire des matchs. Commencez à vous tester. Et c'est comme ça que vous serez finalement si vous faites correctement en sport. Donc, moi, je vous dis, voyez votre métier de spécialiste comme un jeu, comme un sport, et soyez cette personne qui va matcher. Et c'est comme ça que vous pourrez améliorer votre produit.
Et donc, j'ai 3 règles que j'essaie de partager à chaque fois pour devenir un champion. La première, c'est lancez-vous. Le but, c'est pas d'être parfait. Si pour être concret avec vous, en A/B test, de nos jours, il y a des outils qui sont même gratuits, qui sont très bien. Il y a des outils qui vous permettent d'avoir des WYSIWYG. Un WYSIWYG, c'est une interface où vous cliquez sur un truc et vous pouvez le modifier vous-même. Dans un contexte de UX Content, qui est généralement de changer des phrases, des mots, c'est extrêmement facile, vous pouvez l'apprendre vous-même en 30 minutes. Donc lancez-vous. Sinon, vous ne pourrez jamais savoir si vous gagnez ou vous perdez. La deuxième, c'est prenez des risques. Et si on parle de tennis, prendre des risques, c'est quoi? C'est avoir un jeu agressif. Et quand on a un jeu agressif, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, on fait des erreurs. Et parfois, on fait même plus d'erreurs que de points gagnants et on perd le match. Mais vu qu'on est dans un jeu infini, c'est pas grave. Vous avez le droit de perdre des matchs. Et c'est super important que quand vous commenciez, ou même quand vous avez fait beaucoup d'A/B tests, que vous compreniez que vous allez perdre. Mais l'objectif, c'est qu'un jour, vous avez la capacité d'en délivrer un qui est positif. À l'époque, quand j'étais chez Optimizely, c'est probablement le plus gros SaaS d'A/B test au monde, ils avaient essayé de sampler le pourcentage d'A/B test qu'ils gagnaient. Et ils avaient remarqué qu'il y avait seulement qu'un A/B test sur 8 qui avait un impact positif sur le business. Vous voyez, 7 sur 8, ils ont soit aucun impact, soit un impact négatif. Donc, pensez à toutes ces hypothèses que vous avez tous les jours, que vous déployez pour votre business. Potentiellement, la majorité d'entre eux n'ont aucun succès positif, voire peut-être un effet négatif. Donc, vraiment rentrer dans cette mentalité de prendre des risques et de checker si c'est bon, si c'est pas bon. Et le dernier conseil, c'est plus un conseil, une règle pour les gens qui sont capables d'appliquer les 2 premières règles. Le troisième, c'est penser sexy. Alors, pas sexy, une personne que vous voyez dans la rue sexy, c'est avec un 3. C'est le sexy de Tesla. Le sexy de Tesla, c'est quoi? C'est une stratégie qui avait été pensée depuis très longtemps pour dire que on va commencer par le modèle S, qui est, on va dire, le modèle le plus cher, et descendre ensuite tout en bas vers le modèle moins cher en mass production. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quand vous allez commencer à tester ou quand vous allez vous demander par quoi je devrais commencer, essayez de commencer à faire des tests qui ont le plus d'impact. Vous voyez, pensez à impact, pensez même des choses qui vont vous impacter vous-même, lesquelles vous allez avoir envie d'avoir une réponse. Parce que ce qui est vraiment important en A/B testing ou dans l'expérimentation, c'est le momentum. C'est vraiment de commencer et jamais s'arrêter. Vous savez, quand on dit quand on arrête les tournois, c'est toujours très difficile de reprendre. Bah là, c'est la même chose. Donc, essayez dans votre programme de créer du momentum. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire chez Accor. Et on y arrive vraiment pas mal. Quand j'étais arrivé, il y a à peu près 2 ans, je pense qu'il y avait peut-être 1 ou 2 squads qui faisaient une fois de temps en temps des tests. Maintenant, on a quoi? On a probablement une bonne quinzaine de squads qui testent en permanence. Et on a vraiment des très beaux résultats. Donc, dans cette deuxième partie, j'aimerais bien vous présenter quelques A/B tests assez notoires. Le premier, je crois, un des premiers A/B tests qu'on a fait avec Amandine. Et c'était super intéressant. Pour vous donner un peu de contexte, on avait remarqué, on avait essayé de faire déjà de prouver la valeur du UX content. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait commencé par faire des A/B tests de marketing et on voyait clairement que les KPI avaient une certaine volatilité, c'est-à-dire qu'ils étaient modifiés quand on modifiait le texte. Donc, c'était plutôt positif. En effet, l'UX Content peut apporter quelque chose. Et donc, on s'était lancé dans ce grand chantier, majoritairement fait par Amandine, où elle et son équipe avaient fait un audit de tous les CTA primaires du couloir de Reza de chez Accor. Et ils avaient essayé de découvrir quel était le meilleur texte selon plusieurs critères. Alors, je suis désolé, je suis pas spécialiste UX Content, donc je préfère pas m'avancer sur quelles étaient toutes les hypothèses. Mais donc, finalement, on avait testé, on avait fait un A/B test avec, je crois qu'il y avait 4 ou 5 variations. Et on avait fait un A/B test, voilà, si vous voulez, les mots classiques qu'on utilise tous les jours sur un CTA, hein, comme rechercher, renseigner ses dates, etc., versus des versions travaillées par des équipes de spécialistes. Et donc, par exemple, rechercher devenait voir les disponibilités, sélectionner une date devient voir les disponibilités, valider devient
choisir cette chambre, ce tarif. Alors, je ne peux pas vous partager des chiffres très précis, mais au final, on avait été capable de mesurer avec un taux de significance, donc une certitude au-dessus de 90%, qu'on avait au final un taux de transaction qui avait augmenté entre 0 et 5%. Et en termes de chiffres, ça vaut plusieurs millions par quarter pour le groupe Accor. Donc ça, c'était vraiment un test qui prouve que lui... Et ce test, c'était probablement, j'ai envie de vous dire, le test le plus facile qu'on ait setup. Donc, le test le plus facile qu'on ait setup nous a permis, dans un contexte d'A/B test, d'augmenter notre taux de transaction. Alors, on va dans une moyenne de 2,5 points. Je pense que c'est assez incroyable. Un autre A/B test qui est actuellement en cours. Alors, pourquoi je vous le partage? Parce que parfois, on essaye de mettre du contenu un peu partout, peut-être des mots, pour faciliter l'user experience. Et là, on est tombé dans un cas où finalement, si vous voyez le screenshot de gauche, on avait ce bouton voir le détail. Et on a décidé de tester de le retirer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a augmenté le taux de transition. En fait, ce qui se passait, c'est que dans le contexte dans lequel arrivait l'utilisateur, il pensait que voir le détail signifiait autre chose. Et donc, un conseil que je donnerais aux designers, peu importe quel UX vous êtes, c'est toujours de bien réfléchir au contexte dans lequel arrive votre utilisateur. Pas celui, idéalement, que vous souhaiterez dans lequel il est. Très récemment, on s'est mis aussi à observer nos compétiteurs. On a créé un bot qui nous permet de checker qu'est-ce que font, par exemple, les Booking, qu'est-ce que font les Airbnb. Et j'avais envie de vous partager ce test parce que quand vous arrivez dans des sites comme Le Bon Coin avec des volumes de trafic extrêmement importants, vous avez la capacité de tester des perspectives. Et des perspectives, c'est quoi? C'est ce que vous a expliqué un peu Amandine tout à l'heure. Vous dites la même chose, mais de deux façons différentes, et vous êtes capable de mesurer qu'il y a une différence. Et là, par exemple, Booking, vous voyez, dans la variation 1, ils vont dire un grand lit double ou deux lits simples. Vous voyez, c'est classique. Hein. Quand vous réservez une chambre, vous avez la capacité de choisir, de voir l'un ou l'autre. Mais ils testent aussi une variation qui dit deux lits simples ou un grand lit double. Moi, comme ça, quand je vois les deux, je ne vois pas la différence, mais potentiellement, sur 26 millions d'utilisateurs, ça peut le faire. Et le tout dernier, c'est l'ordre des choses que j'ai envie de vous partager là. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, je ne sais pas si c'est pas trop flou sur mon écran, mais ils sont en train de présenter plusieurs propositions de valeurs. Et finalement, ils sont en train d'A/B tester, de voir quel ordre est le plus impactant pour leurs utilisateurs. Et c'est très intéressant, en effet, il y a encore cette notion de perspective, si vous voulez. Est-ce que c'est plus facile de dire ABC ou ACB ou BAC? Et donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Voilà. Alors, Alexandre, on avait plusieurs questions, notamment une qui demandait quelle avait été la durée de l'A/B test. La durée. Est-ce que toi, tu t'en souviens? Pour moi, ça avait dû tourner 2 ou 3 semaines. Ouais, je pense 2 ou 3 semaines, ouais. Ouais. Alors, là, une très bonne question, c'est combien de temps? Ah, ok. Je pense que c'était 2 ou 3 semaines. Généralement, on les fait tourner un minimum 2 semaines. On est dans un business qui est quand même, où il y a des cycles utilisateurs qui sont moins d'un mois. Vous savez, tout ce qui est paycheck, etc., ça peut influencer notre conversion. Mais ouais, top of my head, je dirais 2-3 semaines. Ensuite, on avait une question à laquelle je vais plutôt répondre moi sur l'internationalisation des A/B tests. C'était une question de Bruno Rodriguez. En général, on essaye de faire des conclusions sur un marché et une langue. Bon, ça, Alexandre pourra en parler en termes plus scientifiques que moi. Mais en tout cas, on ne peut pas décliner ce qui s'est passé sur un test en français pour le public français sur un marché comme le marché brésilien. Et donc on essaye autant que possible, mais ça demande beaucoup d'organisation et de temps, de faire des A/B tests sur sur chacun des marchés.
question de Mélanie. Est-ce qu'en amont des tests, vous avez écrit une vision pour décider quoi tester et avoir la même tonalité? Alors oui, ça pourrait en soi faire l'objet d'un talk entier. Mais il y a eu toute une phase d'évaluation du booking funnel chez Accor pour voir à quel moment on avait des incohérences et notamment à quel moment un même bouton menait à 2 résultats différents. Ce qui est très mauvais puisque ça augmente le stress de l'utilisateur, ça l'empêche de créer des patterns. Si en fait quand il clique sur quelque chose, il se passe quelque chose de différent à chaque fois. C'est pas une bonne pratique de contenu. Donc il y a une partie de critique de l'existant, une partie d'audit d'autres sites internet de la concurrence et une injection d'un certain nombre de principes, notamment des principes d'accessibilité, pour voir si un bouton accessible est plus long qui est plus long et plus clair, performe mieux ou moins bien, par exemple. Et la dernière question, est-ce qu'on cible un persona en particulier ou on le fait de façon globale? Peut-être Alexandre, tu peux développer un peu sur cette question-là, quel public on fait rentrer dans l'A/B test? Oui, bien sûr. Alors celui-là, d'un point de vue technologique, on l'avait fait au global. Alors on avait juste seulement testé sur le marché français, parce que le travail a été fait seulement pour la langue française. Donc ça répond aussi à ta question, je pense, Bruno. En fonction des spécialistes qu'on fait intervenir dans les AB, et certains, on est obligé de prendre plusieurs dimensions en considération. Alors pour l'UX Content, c'est très souvent la langue, mais dans d'autres cas, ça peut être d'autres. Et la question, c'est... Oui, voilà. Ouais, c'était ça. Donc, on avait bien testé sur tous les devices et c'était super intéressant parce qu'on avait remarqué qu'on n'avait pas les mêmes performances sur le desktop et le mobile. Je crois pas qu'on avait fait le split tablette, mais en effet, le cas qu'on avait eu, c'était une des variations qui avait été faite par l'équipe d'Amandine comportait, on va dire, pas mal de mots. Alors, ça avait l'air de bien répondre sur desktop parce que finalement, ça répondait bien à ce que l'utilisateur attendait. Sur mobile, peut-être, ça a impacté des critères comme le scroll, comme la visibilité des autres éléments, etc. Et donc, ça avait un tout petit peu moins bien performé. Donc, dans le setup en lui-même, on reste assez général, en tout cas dans celui-ci, parce que c'est le premier. Mais dans l'analyse, on essaie de vraiment segmenter les résultats pour comprendre ce qui se passe. Et c'était intéressant. Encore une fois, c'était notre premier test global de UX Content et on a appris que, ouais, en fonction des différentes dimensions utilisateurs, ils réagissent différemment à l'UX Content. Donc, c'est des trucs à vraiment prendre en considération. Eh ben, merci Alexandre. Donc la prochaine intervention, c'est celle de Tristan, qui va nous montrer, lui, comment les données et le contenu peuvent s'accoster pour trouver le meilleur contenu, celui qui soit le meilleur levier de transaction. Tristan, c'est à toi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Super. Ouais, parfait. Non, parce que j'ai quelques petits problèmes de connexion. Mes onglets ont planté, hein, c'est le plaisir des démos live. Donc, mais Écoute, ça a l'air en tout cas, on t'entend très bien. ça a l'air d'être revenu dans l'ordre. Oui, effectivement, une des problématiques, en tout cas, un des apports que nous a amené le digital en général, c'est cette capacité à mesurer les actions que vont faire des utilisateurs sur un site web, hein, des notions de trafic, des notions de conversion. On va aussi pouvoir faire ça dans un contexte de campagne média, c'est quelque chose d'assez classique, hein, savoir réellement si l'argent qu'on investit en médias apporte quelque chose en termes de business, hein, typiquement, hein, sur un site web, parce que ça génère des ventes. Pour ce qui est du contenu, c'est pas toujours si simple. Les outils d'analytics traditionnels sont pas forcément designés, on va dire, pour être capable d'apporter une mesure juste du contenu. Quand je parle d'outils analytics traditionnels, je pense à des Google Analytics, hein, qui est l'outil que vous devez connaître, en tout cas, qui est celui qui est le plus largement utilisé.
on a vu fleurir depuis quelques années un certain nombre d'autres outils qui sont dits du X Analytics et qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de la performance du contenu, de comprendre comment une page est entre guillemets consommée, ou un site web est consommé par un utilisateur. Donc moi, je vais vous faire une petite démonstration de Contentsware. Contentsware qui est un outil français qui est donc dit du X Analytics et qui va nous donner des informations un peu plus, un peu quantitatives, mais un peu plus qualitatives aussi sur comment une personne va consommer une page ou un contenu. Alors je vous prends une première page du site d'accord, en espérant que ça charge. Voilà. Donc l'idée de ce genre d'outil, en 2 mots, le temps que ma preview se charge, c'est qu'on va définir ce qu'on appelle des mappings, qui vont nous permettre du coup d'organiser le contenu du site, les pages du site en grandes sections. Et on va pouvoir ensuite utiliser ces mappings en différents modules d'analyse. Un module classique qui va pas être celui qui va nous intéresser le plus ici, mais c'est le module de Journey Analysis, pour comprendre comment une personne passe d'une section à une autre d'un site ou d'une page à l'autre, et quels sont du coup les principaux parcours des utilisateurs sur le site. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le module plutôt de Zoning Analysis, qui va nous permettre, encore une fois, de comprendre un petit peu comment les gens consomment notre page. Alors ça se présente comme ça. Donc on choisit d'abord une cartographie. J'ai choisi cette page en particulier. Je peux choisir un device si je vais rester sur le desktop, une plage de date, et je peux aussi segmenter mes utilisateurs. Donc là, je vais faire une analyse sur l'ensemble de la population qui a été exposée à cette page, mais je pourrais très bien prendre par exemple les utilisateurs qui sont membres du programme de fidélité d'accord versus ceux qui ne sont pas membres pour voir s'ils ont un comportement différent, ils interagissent différemment avec la page, ils comprennent peut-être différemment l'information. Cette page du coup, elle a été mise en ligne pour donner des informations sur la réouverture des hôtels des marques plutôt de luxe d'accord. Et donc on va faire une première action qui va être de faire un zoning de cette page. Donc on va la diviser en sections. Donc là, les pourcentages que vous voyez, c'est un premier indicateur que je vais changer d'ailleurs, qui est le taux de clic. On va plutôt regarder le taux d'exposition pour commencer. Donc, le taux d'exposition, ça va nous dire en moyenne quel pourcentage des utilisateurs qui ont accédé à cette page voient cette section en particulier de la page. Donc, forcément, quand on est tout en haut de la page, 100% des utilisateurs voient le contenu en question. Et puis, effectivement, plus on va descendre, vous allez voir, on va avoir sur chaque gros bloc des décrochages. Là, on va passer sous la ligne de flottaison, et donc on a plus que 69% des personnes qui voient ces blocs-là. Si on continue, on va arriver à 47% ici, et puis on peut s'amuser aussi à faire un petit zoning sur le footer, et le décrochage va continuer forcément. On a 23% des gens, malgré tout, qui vont jusqu'au bout de la page et qui la scrollent entièrement. On va commencer à regarder d'autres métriques. Donc là, la première chose, c'est nous dire, on a une page, on y met un certain nombre de contenus. Est-ce que les gens, d'une manière ou d'une autre, voient le contenu, regardent le contenu auquel on leur donne accès, le contenu qu'on leur propose? La deuxième chose qu'on va essayer de faire ensuite, c'est essayer de comprendre où est-ce qu'ils cliquent finalement sur cette page. Il y a des zones qui sont calmes. Donc là, le principe de cette page en 2 mots, c'est donc on présente effectivement on introduit le sujet en disant qu'on propose des informations sur la réouverture des hôtels, et vous allez ensuite avoir la possibilité, en cliquant ici sur le logo ou sur le landmark, de télécharger un PDF qui va vous donner les informations en question. On voit ici que très largement, c'est la page Fairmont, enfin c'est en tout cas l'onglet Fairmont l'item Fairmont qui est le plus cliqué, qui attire 15% des clics de la page, qui a un taux de clic de 15%, qui est le taux de clic le plus élevé, ce qui est finalement assez logique parce que c'est une de nos marques où on a le plus de trafic. Donc le trafic entrant sur cette page est majoritairement en provenance d'un contenu Fairmont, et assez naturellement, les gens vont donc aller chercher les informations sur Fairmont en particulier. On voit qu'on a quand même des gens qui cliquent sur ces éléments-là. On va aller un petit peu plus loin. On va même aller regarder une notion de ce qui est assez surprenant. On s'y attendait pas a priori, pardon, puisqu'on n'a aucun lien cliquable ici. Ce sont des titres et là une petite phrase d'accroche pour expliquer un petit peu le contexte de la page. On va même aller plus loin, on va aller regarder la récurrence de clics. Alors, cette information est intéressante puisqu'on va voir en moyenne combien de fois les gens cliquent sur une zone. Donc, sur tout ce qui est contenu téléchargeable, on est très proche de 1 et c'est assez logique finalement. Les gens vont cliquer une fois et puis vont télécharger le contenu qui les intéresse. Ils n'ont pas de raison de le télécharger 2 fois.
Cette métrique peut être intéressante pour détecter en revanche potentiellement des bugs. Si on voit que sur un bouton qui permet de télécharger un document, on a 2, 3, 4, 5, 6 clics, c'est peut-être que le bouton fonctionne pas et qu'il n'y a rien qui se lance derrière, ou alors la personne ne voit pas que quelque chose est parti en téléchargement, donc ça peut nous faire nous interroger. Si on remonte un petit peu, ce qui va être intéressant ici, si mon écran se défrise, ça va être cette petite zone en rouge. Je pense que ça a remonté, voilà. Donc finalement, ces deux zones-là. Ici, on avait vu que cette zone était cliquée alors qu'on ne s'y attendait pas finalement, et on a en moyenne 2,17 clics. Donc non seulement les gens cliquent une fois parce que ils imaginent qu'il va se passer quelque chose, mais ils voient que rien ne se passe, ils essayent de cliquer une seconde fois, voire un petit peu plus. On peut se poser la question pourquoi. Peut-être sur le wording qu'on voit ici. You will find here the latest information, et peut-être que les gens finalement attirés ou en tout cas trompés par le mot here se disent que en cliquant sur cette phrase ou sur le mot here en particulier, ils vont accéder au contenu, à la promesse que leur donne la phrase. Donc ça, c'était les premiers éléments que je voulais vous partager, donc sur une page assez simple où il y a peu de contenu écrit et on propose simplement de télécharger des informations, se rendre compte que les phrases d'accroche finalement attirent l'œil des gens et génèrent des clics, alors que c'est pas un comportement auquel on s'attendait. En tout cas, il n'y a aucune valeur ajoutée pour l'utilisateur à cliquer sur ces pages. La deuxième page que je voulais vous présenter, c'est une page qui est toujours liée au contexte Covid, hein, c'était le cas de la première. Alors je vais passer en plein écran, tiens d'ailleurs ici, on verra peut-être un petit peu mieux. Et donc cette page, elle a vocation à donner des informations notamment sur comment vous pouvez vous faire rembourser, ou comment vous pouvez avoir un voucher ou un avoir si jamais vous ne pouvez pas voyager finalement, puisqu'il y a une restriction due aux conditions sanitaires. Donc là, j'ai fait un petit zoning. Je vais commencer par vous montrer finalement peut-être le taux d'exposition comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on voit que les gens sont sur tout ce qui est à peu près au-dessus de la ligne de flottaison. Les gens bien sûr le voient, et puis dès qu'on descend un petit peu, et notamment quand on est sur la finalité peut-être de cette page qui est la capacité à claim a voucher, on n'a que 64% des gens, on perd déjà un tiers de l'audience qui ne le voit pas. Et ensuite, on a un certain nombre de liens qui permet sur des marques en particulier justement d'être redirigés sur le site pour avoir des informations sur les conditions, sur les conditions d'annulation. Et là aussi, ces liens qui peuvent être intéressants, on a simplement 40% de l'audience qui les atteint. C'est finalement assez faible. On va pouvoir regarder notre métrique qui va nous intéresser, c'est le temps d'exposition. Donc c'est que sur cette zone en particulier, combien de temps elle est affichée à l'écran. Et là, effectivement, comme le contenu est très dense, il y a très peu d'images et il y a quand même un texte assez conséquent, ou même quand il n'y a pas de texte, finalement, on a des décrochages qui fait que la page est assez longue. On va avoir effectivement un temps passé sur les contenus qui est assez important. Ici, 80 secondes, ici 100 secondes. Ça ne nous dit pas si le contenu est intéressant. En tout cas, les gens prennent du temps pour essayer de comprendre l'information qu'on leur affiche à l'écran. Ici, on voit qu'on a 43 secondes du coup sur la partie où le bouton Claim a Voucher est aussi ici à l'écran. Alors, pour comprendre ensuite si justement ces boutons sont bien compris et si les gens sont sont confiants sur ce qui va se passer au moment où ils vont cliquer dessus, on va pouvoir utiliser une autre métrique. Si mon écran se défrise. Ah voilà, instant. Alors on va regarder une métrique qui est intéressante qui s'appelle le temps d'hésitation. Donc hesitation time. Donc c'est sur une zone cliquée, ça va être la différence entre le moment où vous survolez la zone, la personne survole le lien, le moment où la personne clique. On se dit que si ce temps est de 1 à 2 secondes maximum, moins de 2 secondes, en tout cas, c'est que la personne est relativement sûre sur ce qui va se passer. En tout cas, elle n'a pas une réelle hésitation avant de cliquer. Si on est au-delà des 2 secondes, 3 secondes, on peut se dire que la personne se pose réellement la question et que peut-être le message n'est pas clair, le wording n'est pas clair et que elle hésite. Est-ce que je clique sur ce bouton? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais à quel contenu finalement face à quel contenu je vais être? Donc on voit ici que sur nos deux principaux finalement liens
sont en haut de page, on a des taux d'hésitation qui sont assez faibles. On est de l'ordre de 0,87 secondes et 1,16 secondes, ce qui est plutôt positif pour cette page, c'est-à-dire que les gens ont l'air d'être assez certains de ce qui va se passer et cliquent très rapidement à partir du moment où ils survolent la zone. C'est aussi le cas d'ailleurs sur tous ces liens qui sont assez peu vus, mais finalement, quand les gens les voient et qu'ils décident d'aller cliquer dessus et de les survoler puis de cliquer, ils cliquent assez rapidement. On est sur des temps qui sont parfois très faibles. On peut faire cette analyse aussi sur la partie mobile. C'est quelque chose qu'on peut faire ici. Par exemple, on va pouvoir comparer notre version desktop de la page à la version mobile, si tout va bien. Et si ça charge. Alors, il va falloir que j'aille la chercher. Easy Cancellation mobile. Voilà. Donc là, on va afficher sur la même période la version mobile du site et donc de cette page. Et on va pouvoir aller comparer quelques éléments, hein, par exemple notre temps d'exposition, par exemple. Alors, on va faire un zoning assez rapide ici. Hop. Je n'avais pas fait au préalable, on vient de la rappeler. Notre click here va nous intéresser. On va se donner quelques petits jalons. Hop, on va prendre. Ah, voilà, zut, mauvais clic. Ici, ça a l'air d'être assez peu cliqué. On va changer notre métrique pour un taux d'exposition. On va reprendre celui-là, voilà, également. Là, exposure rate ici. Voilà, donc là, pareil, l'idée de se dire que cette page qui est longue sur desktop et qui est surtout assez massive, elle va être encore plus longue assez naturellement sur mobile avec la réorganisation du contenu et voir si sur les sections équivalentes, à quel point on a du décrochage, une différence de décrochage finalement entre les deux versions de la page. Donc là, on voit que sur ce premier point, on est à 98,9 ici, hein, sur ce premier lien. Ici, on a 99,9, on est relativement proche. Je vais pas remettre en plein écran parce que j'ai un petit peu peur que ça fasse bugger et ça frise déjà un petit peu mon navigateur. On va regarder ensuite ici sur encore une fois la finalité qui est le claim voucher. Si on a un différentiel d'exposition entre le mobile et le desktop, effectivement, sur desktop, on était à 64% de l'audience qui voyait ce bouton. On est simplement à 50,8 sur mobile. Hein, la page est un petit peu plus longue, c'est finalement assez logique. Si on va un petit peu plus loin sur les liens, ici on est à 33%, 42%, donc on retrouve toujours à peu près ces 9 points de différence, 9-10 points de différence entre les deux versions. Et le deuxième élément qu'on peut regarder ici, c'est le temps d'exposition. Voilà, après le taux d'exposition, finalement, on calcule. Et on va voir que voilà, forcément, ici, l'écran de l'utilisateur est plus large, le contenu est assez massif, donc même quand le bouton est à l'écran, il y a beaucoup de contenu à l'écran, et donc il est en moyenne 43 secondes à l'écran, alors que finalement, sur une version mobile, comme on va être dans une logique de scroll et que la consommation du contenu va être un peu plus rapide, même si la page revers de la médaille est un petit peu plus longue, on va avoir un taux d'exposition à l'écran de 12 secondes 7. Donc c'est juste pour vous donner voilà quelques éléments, quelques métriques sur ce genre d'outils qui peuvent vous donner un indice sur comment une page est consommée ou comment un contenu fonctionne, hein, voir si un contenu est cliqué alors que finalement il n'y a aucun lien derrière et on n'attendait pas à ce que l'utilisateur clique. Et à partir du moment où on a un bouton sur une page, est-ce qu'il est vu et est-ce que les utilisateurs cliquent avec confiance dessus ou pas. La dernière chose que je voulais vous montrer dans cette brève démonstration, c'est le formulaire. Le formulaire, c'est aussi quelque chose d'assez charnière dans un site web. Soit on est sur un site web qui va générer du lead, et dans ces cas-là, le formulaire et le remplissage du formulaire et sa validation va être la finalité finalement qu'on attend de la part de l'utilisateur sur le site. Soit comme sur Accor, à un moment donné, vous êtes dans une démarche de réservation d'hôtel et on va vous demander de remplir un certain nombre d'informations pour qu'on puisse les attacher à votre booking, à votre réservation. Donc là, j'ai pris l'exemple de la page sur laquelle on demande justement les informations utilisateurs. Donc là, l'utilisateur a déjà choisi un hôtel, il a déjà choisi une chambre et donc un tarif. Potentiellement, il a choisi une option. Et il arrive ensuite sur cette page où on lui dit, voilà, maintenant, complete your booking. Déjà, on
peut se poser des questions sur comment le contenu est organisé. Ce qui est assez classique et qui est plutôt une bonne pratique sur les sites web, c'est qu'on a un certain nombre de champs à remplir. On va en général mettre une petite étoile ou highlighter les champs qui sont obligatoires. Ici, c'est pas le parti qui a été pris. Vous avez une petite phrase qui est ici qui vous dit voilà tous les champs Bello qui sont requis à part ceux qui sont indiqués comme optionnels. Donc il faut d'abord prendre la connaissance de cette phrase pour se rendre compte qu'il n'y a pas de champ optionnel. En tout cas, il n'y a pas de champ signalé comme optionnel, donc ils sont certainement tous obligatoires. Donc c'est pas forcément hyper clair pour l'utilisateur. La deuxième chose, c'est que on va avoir deux boutons qui permettent de valider ce formulaire. On va en avoir un qui va être en bas du formulaire si on le remplit comme ça, et on va en avoir un autre qui va être sur le côté. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est le nombre de clics sur chacun de ces boutons sur la période. Et on voit que c'est finalement celui de droite qui est le plus cliqué. On a à peu près une répartition finalement 2 tiers, 1 tiers. Alors, est-ce qu'il y a une vraie utilité à conserver ces deux boutons? C'est une question qu'on peut assez naturellement se poser. En tout cas, moi, ça va me poser un problème méthodologique puisque quand je vais vouloir analyser mon formulaire, je vais vous montrer juste après définir un certain nombre de champs, dont le champ de validation. Et le champ de validation est unique. Je ne peux pas aujourd'hui dire je veux reprendre les gens qui ont cliqué sur ce bouton-là et ce bouton-là. Mais c'est aussi assez incongru qu'on ait finalement deux boutons avec la même finalité sur une page pour valider un formulaire. Alors j'ai un petit peu avancé du coup sur l'écran d'après, sur l'analyse de ce formulaire. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, hein. On est toujours dans cette logique, on va sélectionner les zones qui nous intéressent. Donc, moi j'ai sélectionné les différents champs du formulaire qui se retrouvent ici. Vous trouvez le champ sur le title, le champ sur le last name, le first name, le country aux régions, la nationalité, le numéro de téléphone, l'email et du coup, comme je vous le disais, le champ pour confirmer le formulaire, le champ pour valider le formulaire. Et on nous demande pour avoir la stat si la confirmation a réussi, on précise aussi la page sur laquelle l'utilisateur est supposé arriver une fois le formulaire validé. Donc ici, comme j'ai vu que c'était ce bouton-là qui générait le plus de clics, c'est celui-ci que j'ai entré dans la configuration de mon formulaire et on va pouvoir lancer l'analyse. On va avoir un certain nombre d'informations. Donc sur tous les utilisateurs qui ont finalement commencé à remplir ce formulaire, en tout cas qui ont atteint cette page, qui ont commencé à interagir, 14,1% des utilisateurs ont finalement réussi à soumettre ce formulaire avec succès. 34% à un moment donné, ils ont finalement pas complètement rempli le formulaire. 28% ont laissé à un moment donné des champs blancs, alors que effectivement, comme on l'a souligné au début, ils sont tous mandatory. Donc potentiellement, ça va générer des erreurs et de la frustration chez l'utilisateur puisque il va essayer de valider le formulaire et puis on va lui signaler qu'il y a une erreur, donc il va devoir repasser sur ses champs en espérant qu'il ait la patience pour le faire et qu'il choisisse pas de fermer son navigateur. Si on va un petit peu plus loin ici, on va avoir une analyse un petit peu plus détaillée, hein. On va dire voilà, 100% des gens ont chargé le formulaire. Il y en a 51,6% qui ont quitté la page sans interagir avec lui. Donc finalement, ils n'ont même pas commencé à remplir le premier champ title. Ensuite, sur les 48,4% qui restent, ils ont donc interagi avec au moins un champ. 34% ont donc quitté le formulaire sans le soumettre. 14,4%, c'est la stat qu'on voyait en amont, ont essayé de le soumettre. Parmi eux, 14,1% ont réussi et 0,3% ont échoué. Ce qui est intéressant, j'en ai pas parlé, Content Square permet aussi une fonctionnalité de session replay. Donc pour les gens qui ont échoué, par exemple, si je clique sur ce bouton, alors je vais pas le faire parce que j'ai un petit peu peur de la latence et je pense que je vais arriver au bout de mon temps de parole. Je vais pouvoir charger un certain nombre de session replay des gens qui ont eu ce parcours utilisateur, c'est-à-dire qui ont essayé de remplir le formulaire, qui l'ont soumis, mais la soumission n'a pas fonctionné. Je vais pouvoir aller comprendre s'ils ont fait face à un problème technique ou aller comprendre un peu plus en détail quelles ont été leurs interactions avec les différents champs et quels problèmes ils ont rencontrés. Est-ce que c'est simplement qu'ils n'ont pas vu qu'un champ était obligatoire, ce qui était un petit peu notre hypothèse, est-ce que ces chiffres notamment montrent ici, ou est-ce que c'est pour une autre raison? Ici, voilà, ce que vous voyez, c'est les utilisateurs, c'est le pourcentage, donc c'est le blank rate, hein, c'est le pourcentage des utilisateurs qui ont laissé les champs comme blank. Donc forcément, le champ title, le champ country et le champ nationalité, ils sont toujours pré-remplis avec au moins choose your country ou choose your nationalité, donc
D'une manière ou d'une autre, ici, on n'a forcément aucune stat, mais on voit que sur les champs last name, first name, il y a 27% des gens qui, finalement, à un moment donné, ne les avaient pas remplis. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont pas remplis dans un second temps, mais ils avaient commencé par interagir avec d'autres champs et ont essayé potentiellement de soumettre le formulaire sans remplir ces champs. Voilà, c'était les quelques petits éléments que je voulais vous présenter. Et voilà, le message, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des outils du X Analytics, donc dit du X Analytics. Je vous présente Content Square, il y en a d'autres sur le marché. Ça fait plaisir de travailler, en tout cas de vous montrer Content Square, qui est aussi une pépite française, on va dire, parce qu'ils ont fait quelques jolies levées de fonds et ils développent un outil vraiment dans le bon sens du terme pour nous donner de plus en plus de capacité de comprendre comment les gens interagissent avec une page ou comment les gens comprennent ou ne comprennent pas un contenu. Et donc, c'est une mine d'informations qui est vraiment très complémentaire des outils, comme je le disais en introduction, Web Analytics classiques. Voilà. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Super Tristan, et merci de nous montrer cet outil qui, comme c'est dit aux commentaires, offre des possibilités assez énormes. Il y a une personne qui a posé la question du trafic minimum pour avoir des chiffres pertinents. Est-ce que tu peux développer un peu sur ce sujet-là? C'est pas si simple. Après, ça dépend ce qu'on veut regarder. Avec très très peu de sessions, finalement, très très peu de trafic, on a déjà finalement des informations à en tirer, je pense, hein. Alors Content Square, c'est un outil qui est payant et qui est assez cher parce qu'on collecte beaucoup de données, ce qui coûte assez cher en stockage. Donc, en général, on a un site avec un gros volume d'affaires et pas mal de trafic. Donc, c'est pas forcément nous, en ces termes-là, qu'on a réfléchi. Mais même si vous avez que 1000 personnes qui viennent sur une page, il y a déjà une mine d'informations à en tirer pour savoir comment elles cliquent, comment elles interagissent avec la page, est-ce qu'elles cliquent sur des éléments, est-ce qu'elles hésitent à cliquer sur un bouton. Voilà. Bon, si je me rappelle mes cours de statistique qui valent ce qu'ils valent, mais voilà, en statistique, on considérait qu'un échantillon supérieur à 30 personnes donnait déjà une forme de significativité de certains résultats, si je m'en rappelle bien, donc c'est finalement assez faible. Et pour vous donner une idée, les sondages qui sont faits typiquement dans le domaine politique, les échantillons sont autour de 1000-1500 personnes, donc ça veut dire qu'avec déjà des données finalement pas si conséquentes en termes de volume, il y a des vrais enseignements à tirer. Ok, et ben super. Donc on a pu voir jusque-là comment sur un cas précis on pouvait évaluer les sentiments, et ensuite on s'est un peu consacré davantage à une vision un peu plus quanti, même si ce serait erroné que de résumer les données à une idée comme ça de grossièreté, puisqu'on a vu avec Content Square qu'on peut rentrer dans une grande finesse. Mais pour la dernière partie du talk, je voudrais laisser la parole à Marie Rougeau, qui était donc, enfin qui est toujours, puisqu'elle n'est pas partie, mais moi oui, Head of Research UX chez Accor. Marie, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors ce soir, je ne vais pas vous présenter de recherche spécifique à proprement parler. Colbis l'a déjà très bien fait. Non, ce soir, je vais plutôt vous parler d'outils et vous montrer en quoi ceux-ci pourraient vous être utiles dans votre travail et vous les présenter dans un contexte, ici à titre d'exemple, d'étude des émotions. Alors, pour rappel, pour commencer, la recherche au service du content, c'est quoi? C'est une approche scientifique, une démarche méthodologique et une capacité à objectiver l'impact du contenu. L'approche scientifique se centre sur des problématiques ciblées qui ont été préalablement identifiées. La démarche méthodologique, elle consiste à aller de l'observation jusqu'à l'analyse. La capacité à objectiver l'impact du contenu, eh bien, elle va permettre, grâce aux outils, d'aller effectuer des contrôles spécifiques. Alors, avant de vous présenter les outils, j'aimerais vous parler un petit peu des émotions. Si on parle des émotions, comme le signifiait d'ailleurs très bien Colbis tout à l'heure, il en existe 4 primaires
qui sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et souvent, on en rajoute 2, qui sont la surprise et le dégoût. Ces différentes émotions, elles peuvent être induites par du contenu textuel, donc par des mots. Donc, il sont pertinents de les évaluer à travers des études. À titre d'exemple, on peut avoir la compréhension de texte avec des émotions associées, ou bien encore l'amorçage émotionnel dans la prise de contenu informatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 90, de nombreuses études visent à étudier l'effet des caractéristiques émotionnelles des mots sur leur reconnaissance et leur impact, et cela même de manière complètement indépendante de l'état émotionnel des individus qui sont contrôlés. Alors, je vais vous citer une petite étude qui date de 1996 de Wurn et Wacoche sur la prise de décision lexicale auditive lors de la reconnaissance de mots relatifs à la joie d'un côté, émotion positive, et relatifs à la peur et le dégoût de l'autre. Les observations qu'ils ont faites montrent qu'on observe une réduction du temps de réponse pour les mots qui réfèrent à la joie. Alors ça, c'est un peu intéressant parce que tout à l'heure, Amandine vous a présenté une étude sur l'annonce du cancer avec des taux d'acceptation du traitement différents dépendant de l'annonce, et ça recoupe un petit peu justement ce qu'on voit ici. Donc, par la suite, il y a d'autres études qui ont été réalisées. À date, il y a pas mal d'études qui montrent la réelle influence de la dimension émotionnelle des mots sur leur traitement général. Pour évaluer les caractéristiques émotionnelles des mots, on se réfère à 2 grandes dimensions qui ont des échelles de référence qui sont associées. La première composante, c'est la valence. La valence, elle s'étale sur un continuum qui va du plus négatif au plus positif. C'est-à-dire qu'on se rapproche d'un côté au plus de la tristesse pour aller au plus proche de la joie. La deuxième composante, c'est l'intensité. C'est celle qui correspond à la force de frappe des mots, plus ou moins teintés dans leur valence. Donc, il existe différents outils expérimentaux en recherche de format un peu dictionnaire. Par exemple, Emosem, c'est un modèle psychologique qui est un système d'analyse automatique de cette coloration émotionnelle de texte. Donc, cependant, même s'il existe ce genre d'outils, les études, à date, restent le seul moyen pour observer l'impact en situation réelle de ce contexte textuel, de ces mots. Donc, par conséquent, dans les études, on va chercher à remonter des données à la fois comportementales, l'observation d'attitudes, comme Colby a pu le montrer tout à l'heure, mais également des données plus physiologiques, des marqueurs biologiques qui sont irrépressibles et qui vont témoigner du retentissement sur l'organisme qu'ont ces mots. Ils peuvent être de différentes natures, des réponses électriques du corps, des variations du rythme cardiaque, de la pression artérielle ou de la sudation. Donc, pour capter au mieux ces signaux, je vais vous présenter des outils qui les relèvent. Tout d'abord, l'EEG. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EEG ? L'électroencéphalographie, ça va relever l'activité électrique du cerveau générée suite au visionnage d'un contenu sur un écran et la restituer sous forme d'oscillation pour observer ces variations. La réponse électrodermale, elle étudie les changements des propriétés électriques de la peau lorsqu'un contenu est présenté. On va capter les états physiologiques d'un individu qui sont associés. Un texte à contenu émotionnel va induire une réponse électrodermale quelques secondes après le stimulus. Enfin, si l'on prend le cas de la bioharness, c'est une ceinture ou un bracelet qui vont permettre de relever l'activité cardiaque suite au visionnage du contenu sur l'écran et de restituer également sous forme d'oscillation pour observer des variations. Alors, plutôt que de vous présenter un nombre de slides incalculable, je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Alors, il y a un petit lag normalement entre le moment où les personnes posent la question et le moment où elle s'affiche. Mais allez-y si vous avez des questions. Mais moi, Marie, j'aimerais bien que tu développes un peu plus sur des expériences concrètes que tu as pu faire avec ces outils. Alors, et si possible en lien avec le contenu, mais en tout cas, parler un peu plus de la puissance de ces outils, ça me semblerait intéressant. Oui, alors, il y a eu différents types d'évaluations qui ont été réalisées.
Typiquement, ce qui est intéressant dans le cas de la réponse électrodermale, qui permet de récolter ces informations électrophysiologiques de la peau, c'est qu'on va pouvoir contrôler l'état de stress d'un interlocuteur. Donc typiquement, si on le met face à un texte qui va générer un certain niveau d'anxiété, on va pouvoir observer ces oscillations en temps réel au niveau de cet indicateur qui sera relevé soit au niveau du bout des doigts, soit au niveau de la paume de la main. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Ensuite, au niveau de l'électroencéphalographie, en termes de protocoles qui sont mis en place, on peut mettre l'utilisateur face à un écran et lui présenter différents types de mots avec des valences émotionnelles différentes. Alors, c'est ces fameuses valences que j'abordais tout à l'heure, c'est-à-dire des mots qui sont catégorisés du plus positif au plus négatif, et voir le retentissement que cela génère au niveau de l'activité électrique cérébrale. Donc ça peut être très utile quand on crée des textes et qu'on veut donner une teinte particulière à des textes que l'on veut communiquer. Et puis, au niveau de la bioharness, c'est intéressant parce que ça relève à la fois la pression artérielle, ça relève la fréquence cardiaque. Et là, de la même manière, on peut avoir des indicateurs extrêmement tangibles d'une variation d'un état à l'autre en présentant un texte tout à fait positif, puis un texte tout à fait négatif. Donc, par exemple, on aurait pu imaginer, il y a une personne qui posait cette question-là tout à l'heure dans les commentaires, compléter, mettons, le travail sur l'A/B test du parcours de réservation chez Accor par une étude avec ces outils-là pour voir si nos hypothèses étaient les bonnes, là où on imaginait que certains boutons pouvaient être stressants ou laisser les personnes dans le flou. On aurait pu, si je comprends bien, avoir la confirmation de nos hypothèses en utilisant ce type de matériel. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette articulation Oui, alors ce qui est possible? intéressant justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le couplage des datas. Si on reprend aussi l'expérience que Colbis a faite, on aurait pu imaginer de coupler l'expérience qu'il a faite avec l'un de ses outils physiologiques. L'intérêt, c'est d'avoir à la fois un relevé dit comportemental, où là, on va aller observer l'attitude, donc en temps réel, d'un utilisateur et avoir son retour subjectif, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer sur son ressenti par rapport à un texte qu'il a pu observer. En temps réel, on va pouvoir voir si il a des mouvements spécifiques avec la souris, ce que ça va générer d'un point de vue comportemental, et coupler ça avec un indicateur extrêmement tangible, comme la ceinture, parce que si on est dans une tâche, par exemple, d'exploration où la personne est au clavier, faire une réponse électrodermale, ça n'est absolument pas ergonomique. Donc, il vaut mieux qu'elle soit libre de ses agissements. C'est aussi en cela qu'il faut réfléchir au couplage de l'outil qu'on va utiliser dépendant du protocole qu'on va mettre en place. Et donc, si on décide d'utiliser cette ceinture, lors de l'interaction de l'utilisateur face à son contenu textuel, on va pouvoir relever une variation au niveau du rythme cardiaque ou une variation de la pression artérielle qui va signer un stress, qui va signer un apaisement, qui va nous permettre de coupler cette observation physiologique à ce qu'on aura observé de manière comportementale pour renforcer la validité scientifique de ce qui est observé. Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai eu la question de Julie de savoir comment on peut transformer ce type de courbe en analyse concrète. Alors, il y a pas mal de logiciels qui permettent d'avoir un accès quand même relativement aisé au contenu de ce qu'on observe. Là, effectivement, je vous ai présenté des graphiques extrêmement recherche orientés, mais la réalité, c'est qu'il y a des interfaces qui permettent de simplifier. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt des fournisseurs de ce type de dispositif de pouvoir leur rendre accès à du plus grand public. Typiquement, par exemple, si on prend l'illustration de l'électroencéphalographie, on a dans le monde de la recherche des dispositifs extrêmement lourds, extrêmement intrusifs avec des bonnets qui sont reliés à des machines un peu sur un modèle médical.
Et la réalité, c'est que maintenant, avec les casques émotifs que peut-être certains d'entre vous connaissent, on a quelques électrodes avec un espèce de serre-tête. D'ailleurs, je vous l'ai présenté sur les slides, en plastique. Et du coup, ça nous permet d'avoir un traitement qui est allégé au niveau des datas et également au niveau du dispositif. Ok, merci. On a Cam suivi de chiffres qui demande sur quel type de projet as-tu pu mettre en place ce genre de test? Je pense au médical où il peut y avoir beaucoup de stress. Alors, effectivement, nous, si tu veux, moi, les opportunités que j'ai eues de pouvoir utiliser ces dispositifs, donc c'était dans le cadre dans un laboratoire de recherche publique, il y a différents types d'études qui ont été faites. Et une des études sur lesquelles on avait travaillé, c'était le jeu vidéo. Et donc, ça nous permettait de voir, dépendant de l'univers qui était présenté à l'utilisateur, son retentissement émotionnel en termes d'implication. Donc là, on est un peu hors contexte d'un point de vue contenu. Mais donc, c'est pour te répondre. Ça peut être un cas d'usage, l'observation du ressenti émotionnel par rapport aux jeux vidéo. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en vois pas. Sinon, on peut laisser un temps pour répondre à des questions plus globales sur l'ensemble de la présentation ou des présentations. Donc, on peut vous laisser un petit temps pour écrire tout ça. Ouais, si vous en avez. Alors, moi, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Vas-y, bien sûr. Pour rajouter quelque chose, c'est que, étant donné l'audience, je me permets de vous signaler qu'il existe, si vous travaillez sur les mots et sur cette problématique des émotions, différents types d'échelles qui sont facilement accessibles et qui permettent de contrôler la valence des mots. Donc, vous saurez si un mot est catégorisable plutôt dans quelque chose de positif ou de négatif. Et également une échelle en termes d'intensité des mots. Alors, il y a différents types d'auteurs qui ont travaillé dessus. Au niveau de l'échelle de l'intensité des mots, on a Compos, C-O-M-P-O-S, en 1990, qui a créé une échelle en 7 points. Et au niveau de la valence, on a Zamuner en 98 et également Noble en 1958, qui a fait une échelle de valence en 3 points, qui catégorise en plaisant, déplaisant et neutre. Donc, je me permets juste de vous donner ces petites échelles parce que, effectivement, acheter des dispositifs comme une bioharness ou une réponse électrodermale, ça peut être un très gros investissement. Mais on a quand même des outils qui sont à disposition, qui sont tout aussi utiles pour cette première approche qui déjà est validante d'un point de vue comportemental et qui peuvent vous être utiles. Ok, eh ben super, et merci Marie pour ces sources et cet ajout d'outils plus actionnables dans le cadre de missions du X-Writing. Si personne n'a d'autres questions, je vais pouvoir remercier le Bon Coin de nous avoir accueillis pour le talk de ce soir. Est-ce que Morgane, tu avais un mot? Ah, on a la question de dernière minute. Y a-t-il un lien entre ce type d'études et les scores de lisibilité? Marie, je pense que c'est pour toi parce que moi, je ne suis pas capable d'y répondre. Alors, est-ce que tu peux me préciser ta question quand tu parles de score de lisibilité? Parce qu'en fait, si tu veux, la lisibilité, c'est une composante de l'expérience utilisateur. Donc ça, très bien. On peut l'évaluer en recherche. Maintenant, est-ce que tu peux me préciser quand tu dis ce type d'études et les scores de lisibilité? Alors, le problème, c'est le petit temps de latence entre le moment où Julie va te répondre et le moment où on va voir.
que donc on serait censé meubler si on était. Alors, pas de souci, moi je peux meubler, j'ai des choses à vous dire. Vas-y, meuble, Marie, c'est super. En termes de lisibilité, là, si tu veux, je peux te parler d'un autre outil, parce que là, je présentais des outils d'un point de vue émotionnel. Maintenant, je peux te parler de la lisibilité, de tout ce qui réfère à l'ergonomie. Il existe d'autres outils de tracking, en l'occurrence le eye tracking. Le eye tracking, c'est la suivi du parcours oculaire. Donc, ça te permet de savoir où les interlocuteurs regardent et de définir des parcours et également des cartes de chaleur qui présentent des zones d'intérêt. Donc, en termes de lisibilité, pour voir si, je ne sais pas, un texte pose une difficulté en termes de lisibilité, effectivement, l'eye tracking peut rentrer en considération dans les outils à utiliser dans ce contexte. Donc, je ne sais pas si c'est... Ah, j'ai ta question. Alors, est-ce que, Julie, par score de lisibilité, ce dont tu parles, c'est les outils qui permettent d'évaluer le niveau de langue de... Ok. Là, elle donne des noms. Ah oui, alors je pense qu'en fait, les outils ne sont que des outils. Et l'intérêt, c'est vraiment l'analyse que tu vas faire. Donc, l'idée de croiser les datas, c'est que plus tu vas croiser des données, meilleures seront tes analyses. Oui, voilà, exactement, je suis d'accord avec toi. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les outils dont je parlais. Voilà. Si donc j'imagine là qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, vous avez eu le temps de les écrire si jamais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à redonner la parole à Morgane. Ouais, merci Amandine. Je voulais remercier chacun d'entre vous pour ces interventions qui étaient extrêmement riches. C'était top. Guillaume, tu vas me le confirmer, mais je pense qu'on pourra rapidement diffuser le lien du replay pour celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Ouais, absolument. La vidéo sera mise en ligne probablement par les équipes du X-Writer. Mais en tout cas, on a l'enregistrement et on pourra la partager aux absents et aux absentes sans problème. Super. Merci à tout le monde d'être venu. Un grand merci à vos équipes d'Accor pour nous avoir permis d'explorer leur quotidien. Et puis aussi un petit mot à Amandine qui a animé avec beaucoup de succès cette session à distance. Voilà, bravo à toi. Merci. Et écoutez, très bonne soirée à tous et à tous. Très bonne soirée confinée, évidemment. Et puis à une prochaine fois, dans d'autres circonstances meilleures, j'espère. À bientôt. Bonne soirée.